On va démarrer. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Shedly Belkodja. Je suis professeur à l'École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia. Et puis, au nom du CRIDAC, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce premier atelier de notre série. En fait, il y a 6 rendez-vous autour du thème des nouvelles conflictualités. Cette série vise à explorer, à analyser une série de tensions qui traversent les démocraties libérales actuelles sur la base de clivages dont certains semblent récents et qui apparaissent porteurs de défis sociaux majeurs dont la fragilisation des institutions démocratiques, les nouvelles luttes pour la reconnaissance, les ressacs contre le pluralisme, etc. Le titre de la thématique est à entendre aussi comme une question. Donc, sommes-nous réellement devant des nouveaux clivages ou plutôt devant la réactualisation des clivages classiques dans un nouveau contexte? De quels outils disposons-nous pour les comprendre et y faire face? Et on débute aujourd'hui par un premier atelier, comme je l'ai dit, autour des thématiques de participation citoyenne, solidarité et monde commun. Donc, devant un monde en bouleversement, comment structurer nos actions, comment repenser le cadre de nos agirs démocratiques, mais plus fondamentalement aussi comment se positionner dans un monde marqué par, et tout le monde le sait, par de grandes préoccupations, les inégalités sociales qui se creusent, la question climatique, les dérives autoritaires, populisme de droite, néofascisme. Donc, c'est un peu le contexte que je voulais poser aujourd'hui pour ensuite vous présenter nos 3 invités, donc pour engager la discussion autour de cette thématique. Donc, on est très heureux d'accueillir Sophie Cloutier, qui est professeure agrégée à la faculté de philosophie de l'Université Saint-Paul et co-directrice du Centre de recherche en éthique publique et gouvernance. Bonjour Sophie. Notre deuxième invitée, ma collègue Anna Scheftel, qui est professeure à l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia. Elle est également la directrice de l'école et Anna, dans ses recherches, s'intéresse aux questions de la mémoire, de l'histoire orale, de l'expérience génocidaire et de la relation entre la migration et l'activisme. Et enfin, Guillaume Leblanc, qui est professeur à l'Université de Paris-Cité. Il est membre de l'Institut universitaire de France et du comité de rédaction de la revue Esprit. Guillaume était chercheur au CRIDAC cet automne. Il a passé un mois ici à Montréal et nous sommes très heureux de le retrouver aujourd'hui. Ses travaux portent sur le rapport aux soins et au corps, de même qu'au phénomène de marginalisation et d'exclusion sociale. Donc le plan, c'était que chaque personne allait parler environ 10 minutes et puis ensuite il y aurait peut-être une ou deux questions que je vais poser pour ouvrir le débat, mais on prendra ensuite des questions du public. Donc, j'invite Sophie à lancer l'atelier autour des nouvelles conflictualités. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Le thème de la table ronde m'a amené à penser à la tension entre conflit stérile et conflit fécond. Je suis redevable de la lecture de Étienne Tassin de Hannah Arendt. Tassin considère que le politique est fondamentalement marqué par les conflits. Vouloir les éliminer reviendrait à réduire le politique à l'administration et à la gestion policière. Tassin, à la suite d'Arendt, défend ce qu'on pourrait appeler une conception tragique du politique, qui nous éloigne, par exemple, d'une conception habermasienne où la discussion doit viser le consensus et être encadrée rationnellement. Je suis d'accord avec l'idée d'une conception tragique du politique, fondamentalement conflictuelle, mais je suis aussi profondément inquiète du paysage politique actuel. Il me semble qu'il y a une polarisation des discours qui génère des conflits politiques qui sont stériles au sens où ils n'ouvrent pas de monde commun. Et il me semble que cette situation a beaucoup à voir avec une crise du jugement politique qui est liée à l'aliénation par rapport au monde, ou ce que Tassin nomme l'acosmisme. La pensée d'Arendt procure des outils conceptuels pour analyser cette crise et proposer des pistes de réflexion ou de réponse. Donc, je vais dire quelques mots sur ce que Arendt entend par l'aliénation par rapport au monde. Je n'aurai évidemment pas le temps de reprendre l'entièreté de l'analyse arendtienne du jugement politique, mais je vais faire ressortir quelques éléments qui me semblent importants pour comprendre l'idée de conflit fécond.
Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'analyse que fait Arendt entre notre rapport au monde et le fonctionnement de nos facultés mentales. Arendt analyse le processus d'aliénation par rapport au monde propre à la modernité et le phénomène concomitant d'atomisation sociale et de massification comme un terreau fertile pour la montée des gouvernements fascistes et des régimes totalitaires. Son diagnostic de la condition moderne montre que nous avons perdu le sens de l'action politique et du parler ensemble. Arendt utilise l'expression de Bertolt Brecht, les sombres temps, pour illustrer la perte d'une scène publique où il est possible de révéler sa singularité et de faire émerger un monde, un sens commun dans un parler ensemble. L'espace public se retrouve désormais submergé par les intérêts privés de chacun, ce qu'Arendt décrit comme l'avènement du social. Dans ce processus d'aliénation, les individus ne se soucient plus du monde commun et se replient sur eux-mêmes. Arendt décrit ainsi le social comme un phénomène de massification où les individus sont comprimés les uns sur les autres, éliminant par le fait même l'espace nécessaire à l'émergence du monde commun. Dans les origines du totalitarisme, Arendt remarque que les masses d'individus désolés deviennent les proies idéales pour l'idéologie, la propagande et l'endoctrinement. Arendt est tributaire de la défense kantienne de l'usage public de la raison. En effet, sans la possibilité d'échanger avec les autres, l'individu de masse se retrouve coupé de la réalité et du sens commun, contraint par la force logique de l'idéologie. Les masses se laissent ainsi convaincre non par les faits, même inventés, mais par la cohérence d'un système idéologique. Arendt insiste, les chefs totalitaires ont besoin de cette atomisation sociale pour asseoir leur domination et imposer leur idéologie. Ce qui me semble particulièrement fructueux dans la pensée d'Arendt, c'est cette analyse de la relation entre le rapport au monde et la vie de l'esprit qui révèle comment l'atomisation sociale affecte le fonctionnement même de nos facultés mentales. Arendt avait réfléchi à cette question dans son ouvrage sur le totalitarisme et elle y revient à la toute fin de sa vie dans son œuvre inachevée sur la vie de l'esprit. Cette analyse est aussi au fondement de sa notion de banalité du mal. Adolf Eichmann devient en effet l'idéal type de l'individu désolé, un être faisant preuve d'une vacuité de l'esprit, incapable de distinguer entre la fiction et la réalité, incapable de penser par lui-même et de se mettre à la place des autres. Arendt va puiser dans la critique de la faculté de juger de Kant les bases de sa réflexion sur le jugement politique. Ce qui intéresse Arendt, c'est que Kant sort les jugements esthétiques de l'alternative entre le dogmatisme et le scepticisme, en montrant qu'il n'y a pas de règles données d'avance permettant de qualifier quelque chose de beau, mais que les jugements de goût ne sont pas relativistes pour autant. Arendt voit dans l'idée kantienne que la compagnie est indispensable aux penseurs, une clé pour comprendre l'analytique du beau. Et c'est ce qui l'amène à dire qu'elle a un rapport plus étroit avec le politique que toutes ses autres œuvres. Le jugement esthétique serait d'emblée politique, puisqu'il inclut la pluralité dans son exercice même et il s'intéresse aux particuliers en tant que particuliers. Le jugement esthétique réfléchissant ne nécessite pas de normes prédéterminées puisqu'il produit à chaque fois son propre général. En l'absence de normes prédéterminées, le jugement esthétique n'est pas pour autant relatif puisqu'il acquiert une dimension intersubjective. Arendt est très intéressée par cette autonomie du jugement, puisqu'elle a remarqué, suite à l'expérience totalitaire, que les normes ne sont pas suffisantes pour assurer la conduite publique. Elle voit dans le jugement réfléchissant une réponse à la banalité du mal. Elle trouve aussi dans la troisième critique la faculté qui correspond et répond à sa conception politique, à savoir un rassemblement d'égaux où personne ne commande et personne n'obéit, où les gens se persuadent mutuellement. Un des principes qui se dégage de la lecture arendtienne de Kant, c'est le principe de la communicabilité. Ce principe nous fournit un critère pour juger.
ce qui ne supporte pas la lumière publique et qui va contre le sens commun est probablement de mauvais goût. Kant était convaincu que les mauvaises pensées sont tenues secrètes. En effet, les jugements que nous n'oserions pas énoncer en public risquent d'être déplacés. Évidemment, je pense qu'il y aurait toute une étude à faire sur la question de la perte du sens commun et ce qu'on ose aujourd'hui énoncer publiquement ou sous couvert de pseudonymes dans les médias sociaux. Quoi qu'il en soit, à la suite de Kant, Arendt insiste sur l'idée qu'on ne peut pas postuler l'adhésion des autres à notre jugement, comme on pourrait le faire pour les jugements de connaissance, mais on peut leur prêter cette adhésion. Il se dégage du jugement de goût une validité intersubjective qui lui donne toute sa teneur politique. J'aime beaucoup l'expression d'Arendt qui dit que le jugement ne peut que courtiser l'adhésion des autres. Le verbe courtiser nous invite à repenser nos débats publics. Un autre principe qui se dégage de sa réflexion est celui du désintéressement. Arendt considère qu'il faut juger les événements politiques de la même manière que les belles choses. Elle traduit le désintéressement par la notion plus politique d'impartialité et fait remonter ce concept à Homère pour expliquer que l'impartialité doit être affranchie de tout chauvinisme. L'historien antique devait en effet choisir quelles actions il allait raconter. Il devait juger, au sens de discerner, distinguer. Il ne jugeait pas sur la base de considérations partisanes et instrumentales, ni sur la victoire. Il racontait ce qui plaisait dans les événements, la grandeur de l'action et de la parole. Selon Arendt, cette impartialité est liée à l'expérience grecque de la police, c'est-à-dire d'une compréhension de la politique basée sur la discussion entre les citoyens. Dans ces échanges continuels, les Grecs apprenaient à échanger leur point de vue personnel avec le point de vue des autres. Comme l'exprime Arendt, ils apprenaient, je la cite, à envisager le même monde à partir de la perspective d'un autre Grec, à voir la même chose sous des aspects très différents et fréquemment opposés. Fin de citation. Il fallait donc apprendre à considérer des points de vue conflictuels. Le jugement vise ainsi une sortie de ce qui nous est propre vers une ouverture à ce que nous avons en commun, d'où la maxime kantienne de la mentalité élargie pour le jugement. Comme le rappelle aussi Arendt, Kant, et je la cite, est convaincu que la faculté même de penser dépend de son usage public. Sans l'épreuve d'un libre et public examen, il n'est pas possible ni de penser ni de former des opinions. La raison n'est pas faite pour s'isoler, mais pour entrer en communauté avec les autres. Arendt poursuit l'idée que non seulement quand on pense seul, on risque de mal penser, mais on risque aussi de cesser de penser. La mise en commun et la pluralité sont nécessaires aux pensées critiques et à la formation des opinions. Arendt avance que la mise en commun des différentes perspectives sur le monde est nécessaire pour le comprendre. Elle ajoute, et je la cite, plus les positions des gens que j'ai présentes à l'esprit sont nombreuses pendant que je réfléchis sur une question donnée, et mieux je puis imaginer comment je sentirais et penserais si j'étais à leur place, plus forte sera ma capacité de pensée représentative et plus valides seront mes conclusions finales, mon opinion. Fin de la citation. Quoique le juge soit solitaire dans son activité réflexive, il n'est jamais isolé, puisque, comme le dit Arendt, il rend les autres présents et se meut ainsi dans un espace public potentiel, ouvert à tous les points de vue. En d'autres termes, il adopte la position du citoyen du monde kantien. Fin de la citation. Dans une très belle formule, Arendt dit qu'il faut entraîner son imagination à aller en visite. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération le plus de perspectives différentes, donc donner à notre jugement une forme intersubjective. On comprend que c'est le défi du jour. Hein. Comment amener les gens à vouloir prendre différentes perspectives? D'autant plus que les médias sociaux nous plongent dans des chambres d'écho et que les algorithmes filtrent les informations à notre insu. L'utilisateur est ainsi de moins en moins exposé à des informations et des opinions qui diffèrent des siennes.
Pour conclure très rapidement, je veux simplement insister sur l'importance des débats publics, idéalement en présentiel, où les citoyens peuvent exprimer leur point de vue et aussi et surtout entendre celui des autres. Il faut multiplier les espaces où l'on peut être en contact avec des opinions différentes. Il faut apprendre à cultiver le différent, multiplier les occasions de rencontrer les étrangers. Comme le suggère si bien Étienne Tassin, pour que les conflits soient féconds, il faut instaurer un monde entre les étrangers. Il ajoute même, et je le cite, il est possible qu'il faille se rendre soi-même étranger pour honorer la pluralité sans laquelle aucun monde ne saurait être dit commun. Tel pourrait être le secret d'un agir ensemble susceptible de déployer la politique du monde commun. Humanities. Merci beaucoup. Merci Sophie. Donc de lancer la discussion autour d'auteurs comme Hannah Arendt, Étienne Tassin. Je vais laisser la parole à Anna. Oui, merci beaucoup et merci beaucoup à Sophie d'avoir commencé si fort cette conversation. Moi, je veux dire, je suis toujours un petit peu intimidée par les philosophes parce que je suis vraiment une personne de terrain, mais je pense que nos idées vont se parler un petit peu anyway. Mhm. Euh, alors, j'allais commencer par dire que je réfléchis beaucoup ces derniers temps à la notion de la polycrise, un terme qui est de plus en plus en vigueur, et j'ai fait un petit peu de recherche sur les origines du terme. Alors, ça a été inventé par Edgar Morin et Anne-Brigitte Kern au début du 21e siècle. Et le terme fait référence, selon eux, à l'intersolidarité complexe des problèmes, des antagonismes, des crises, des processus incontrôlables et de la crise générale de la planète. Alors, c'est pas mal beaucoup. Et plus récemment, à propos, c'est de le moment actuel, l'historien Adam Tooze affirme que ce qui distingue notre ère de polycrise, c'est que le tout est encore plus accablant que la somme des parties et que ce n'est pas une expérience personnelle et privée, c'est en fait une expérience collective. Alors, moi, je suis historienne par profession et d'une part, comme historienne, je suis toujours préoccupée par l'exceptionnalisme présentiste qui découle des tendances ahistoriques de notre société. Je trouve que nous oublions facilement, nous pensons toujours que nous sommes dans une nouvelle ère. Et je me demande, la polycrise est-elle un phénomène nouveau? Il y a quelques mois, alors que je me plongeais sur cette littérature sur la polycrise, j'ai lu le roman épique d'Olga Tokarczuk, une écrivaine polonaise, appelé Les Livres de Jacob. C'est un livre de 950 pages qui retrace le développement d'une secte juive kabbaliste au 18e siècle entre Pologne, Turquie, l'Allemagne, comme un petit peu partout au centre et l'est de l'Europe. Et elle s'appuie sur des personnages et des événements historiques réels et elle nous présente un peuple qui est si désespéré et tellement convaincu d'entrer dans une période apocalyptique en raison des souffrances qui l'entourent, qu'il se livre à des actes assez extrêmes et rêve d'un salut messianique. Alors, c'est tout pour dire que historiquement, je trouve que les humains ont toujours pensé que le monde touchait à sa fin. Alors, moi, je me demande, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans nos nouveaux conflits? Et je pense qu'il existe deux différences fondamentales qui sont nouveaux à notre ère. Premièrement, le caractère irréversible de la crise climatique. Personnellement, j'ai grandi avec des cauchemars liés à la guerre nucléaire pendant la guerre froide, mais éventuellement, la guerre froide a pris fin et ces cauchemars ont disparu. Mais mes enfants, maintenant, grandissent avec des cauchemars liés à la crise climatique et ce n'est pas un cauchemar qui va disparaître un jour quand un conflit est résolu. Historiquement, je pense que nous sommes habitués à des moments de progrès, des moments de recul, et nous supposons qu'il y a une alternance historique et un équilibre éventuel, mais la crise climatique ne peut pas fonctionner de cette manière. C'est permanent. Et deuxièmement, la nature de la diffusion mondiale de l'information est plus importante encore de la désinformation.
qui s'accélère aujourd'hui avec l'adoption sans discernement de l'intelligence artificielle. La propagande n'est pas nouvelle, le fascisme n'est pas nouveau, les mensonges des politiciens ne sont pas nouveaux, le populisme n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est la rapidité et l'insidiosité avec lesquelles les mensonges peuvent se propager à travers le monde, ce qui représente un véritable défi pour le discours public et pour notre capacité à communiquer malgré nos différences. Et dans ce contexte, je voudrais profiter de mon temps de parole pour parler un petit peu de la manière dont j'en suis venue à m'intéresser aux questions de participation démocratique et de solidarité tant qu'historienne orale et personne qui a passé à peu près 20 ans maintenant à étudier avec des survivants de génocide. Je voudrais parler de l'évolution des notions de vérité ainsi que l'éthique de l'écoute. Alors, moi, je me suis intéressée à l'histoire orale depuis mon doctorat parce que je m'intéressais à la subjectivité, à la manière dont les gens ordinaires comprenaient et se souvenaient de leur expérience de violence de masse. Mon approche a toujours été postmoderne sans réserve. En tant que féministe et personne s'intéressant aux expériences qui ont été réprimées ou passées sous silence, il m'était naturel de remettre en question les notions objectives de vérité. Mon engagement en faveur des multiples notions de vérité est né de mon travail dans des contextes où la vérité officielle, imposée par des gouvernements autoritaires, n'était pas fiable et servait à commettre de la violence. Quand on parle de situation de génocide ou violence de masse, on s'en fie jamais à la réalité ou vérité telle que présentée par ceux qui sont au pouvoir. Dans le même temps, une grande partie de ma carrière dans le domaine de l'histoire orale m'a amené à rencontrer des narrateurs, des gens que j'ai interviewés qui s'opposaient à mon intérêt pour la subjectivité. Mes premières entrevues d'histoire orale ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine et mon projet portait sur la manière dont les souvenirs des gens interagissaient avec d'autres niveaux de mémoire, comme la mémoire de l'État, la mémoire de la communauté, et se sont fascinés et comment ils sont façonnés par ceci. Il s'agissait intrinsèquement de subjectivité dans une région où non seulement il existe des multiples vérités sur l'histoire de la guerre, mais où ces multiples vérités ont été utilisées pour faire la guerre. En Bosnie, alors je suis arrivée avec cet intérêt dans la subjectivité et dans les multiples vérités, et les gens m'ont dit que c'était une bonne chose que je sois une étrangère, une Canadienne avec aucune connexion au conflit, venue pour les étudier. Ils voulaient que je raconte l'histoire objective de l'endroit. La subjectivité était trop dangereuse et pour eux, c'était synonyme à la manipulation de l'histoire. Cela m'a donné l'impression qu'il s'agissait de savoir qui avait le luxe de la subjectivité. Pour les gens là-bas, l'idée des vérités multiples était profondément dangereuse. Dans mon travail avec les survivants de l'Holocauste, la vérité a toujours été au cœur des préoccupations des survivants. Beaucoup de survivants ont commencé à parler publiquement de leur expérience en raison de la montée du négationnisme. C'était une motivation principale. Et le défi consiste à saisir leur expérience subjective tout en étant pleinement conscient que le moindre faux pas de leur mémoire sera exploité par les négationnistes. Alors, il y a tout ce contexte à ma recherche, mais je pense que je n'ai pas vraiment compris ce que mes interlocuteurs en Bosnie ou mes survivants de la Shoah me disaient. Je pensais qu'ils étaient un petit peu paranoïaques jusqu'à que la première élection de Trump, lorsque j'ai pris conscience du côté obscur de mon intérêt pour les subjectivités et que cette idée peut tout aussi bien être récupérée par les populistes et les fascistes. Le postmodernisme ne promet pas une liberté totale en matière de vérité. Les postmodernes ne disent pas que tout peut être vrai, mais je pense qu'il comporte une certaine paresse épistémologique qui a permis à l'idée de ma vérité, de post-vérité, de se développer d'une manière vraiment insidieuse. Cela a compromis notre capacité à parler et à essayer de nous comprendre malgré nos différences, car notre conception de la réalité a complètement changé. Comment résoudre un conflit quand on n'a pas de langage commun,
ni de conception commune de la réalité. J'ai eu le privilège d'assister à une conférence en Atlanta, aux États-Unis, en octobre. Et c'était le même week-end où il y a eu les dernières grandes manifestations No Kings qui ont eu lieu à travers les États-Unis. Alors, je suis allée voir la manifestation à Atlanta. C'était super festif, très diversifié et beaucoup des pancartes que les gens brandissaient visaient à défendre des vérités ou des valeurs fondamentales qu'on penserait ne devraient pas être remises en question. Et une des personnes qui a parlé à la manifestation, c'était Stacey Abrams, qui est c'est une politicienne très appréciée en Georgie, démocrate. Et elle a pris la parole et elle a réfléchi aux changements qui s'étaient opérés dans la politique américaine en disant qu'auparavant, tout le monde était d'accord sur la destination de l'Amérique, de la politique de l'Amérique. Mais le désaccord entre les républicains et les démocrates, c'était sur la manière d'y aller à cette destination. Elle a dit que ce qui est effrayant aujourd'hui, c'est qu'il y a un désaccord fondamental sur la destination, sur la nature de ce qu'est ou devrait être le projet américain. Et dans un désaccord tellement extrême, c'est là où il y a une difficulté de se rapprocher ou de trouver, tu sais, des compromis politiques. Je tourne aussi à la penseuse Donna Haraway, qui était fondatrice du Standpoint Theory et la critique de la notion de l'objectivité dans la science. Et elle a donné une entrevue au journal The Guardian en 2019 où elle a dit les guerriers de la science qui nous ont attaqués pendant les guerres scientifiques étaient déterminés à nous dépeindre comme des constructivistes sociaux selon lesquels toute vérité est purement construite socialement. Et je pense que nous sommes tombés dans la piège. Nous avons invité ces interprétations erronées de diverses manières. Nous aurions pu être plus attentifs à l'écoute et à nous engager plus lentement. Il était trop facile de nous interpréter comme l'ont fait les guerriers de la science. Puis la droite s'est emparée des guerres scientifiques et s'en est servie, ce qui a finalement contribué à alimenter tout le discours sur les fausses nouvelles. Alors, la dernière chose que je voulais discuter, un petit peu en réponse à ce problème de la vérité et des réalités différentes, c'est la question de la nature politique de l'écoute. Ma pratique comme historienne et historienne orale et universitaire se repose vraiment sur la question de l'écoute active, l'écoute profonde, l'écoute sans jugement. Et c'est pas pour dire que toutes les positions ou toutes les opinions méritent d'être écoutées de la même manière, mais plutôt que l'écoute peut être un acte radical dans un monde où l'oppression découle du déni de la réalité. Écouter les gens ordinaires, comme le font les historiens oraux, semble être à l'opposé du discours politique qui n'est rien d'autre que des mensonges. Lorsque j'enseigne dans le cadre de notre programme d'études de l'immigration au Concordia, je fais souvent remarquer à mes étudiants que le grand défi pour résoudre les questions d'immigration sur le plan politique est le décalage total entre le discours public sur l'immigration et la réalité. Ce discours public est complètement déconnecté de la réalité. Il est basé purement sur des mensonges. Plus nous pouvons nous concentrer sur la réalité, sur les migrants eux-mêmes et sur ce qu'ils vivent vraiment, mieux c'est. Lorsque nous nous engageons dans les faux discours pour les contester, nous les légitimons. Je réfléchis beaucoup à la façon dont l'écoute et l'amplification des voix que nous écoutons peuvent constituer une intervention plus puissante que le débat conventionnel lorsqu'il n'y a plus de débat de bonne foi. L'écoute est également une pratique qui rejette les politiques hyper-individualistes, qui nous poussent à croire des mensonges, qui nous obligent à rester égoïstes et isolés les uns des autres. Les populistes et les fascistes ont toujours, sans exception, manipulé la vérité. Les nazis ont tenté de dissimuler les preuves du meurtre des millions de personnes dans les forêts et au long des frontières afin de nier la réalité à ce point. Le défi consiste désormais à résister à cette manipulation en raison de l'oxymore qui représente le fait que la désinformation se propage
propage si rapidement et efficacement, mais l'interconnexion n'a fait qu'accroître l'isolement humain. Je, je suppose qu'un dernier aspect nouveau de cette époque alors, et ce qui nous diffère un petit peu, c'est la rapidité. Les relations se construisent lentement. La confiance entre les gens se construit lentement. La capacité à former des coalitions, à travailler dans la solidarité et à s'organiser se construit lentement, mais les crises sont rapides. La destruction des liens humains peut se produire beaucoup plus rapidement. Je pense donc qu'un autre aspect des nouvelles conflictualités est temporel. Le défi consiste à ralentir pour construire de véritables réseaux de participation et de solidarité entre citoyens et non-citoyens, tout en faisant face à l'urgence et à la crise. Cela rend la participation politique particulièrement difficile à maintenir. Et alors, juste pour finir, je retourne à la définition de la polycrise de Tooze que j'avais citée au début de l'intersolidarité complexe des problèmes. Un rappel qu'on ne parle pas de beaucoup de problèmes, mais plutôt de leur interconnexion, leur interrelation. Je pense qu'une approche axée sur l'écoute et la spécificité sur l'expérience humaine nous aide à voir ces interconnexions, comment tous nos problèmes, préoccupations, conflits, etc. se mêlent ensemble. La crise, la crise climatique, l'immigration, le populisme, l'instabilité géopolitique, le coût de la vie, le racisme, etc. C'est énorme, mais c'est aussi très spécifique. C'est individuel, c'est collectif en même temps, et c'est cette interaction qu'il faut comprendre. Et je vais finir ici. Merci. Merci Anna. Donc, merci de, oui, de traverser en fait deux notions très importantes. On en reparlera dans la période de discussion, la vérité, l'écoute. Je trouve ça très intéressant, la question du langage aussi. Donc, je vais laisser la parole à Guillaume. Ok, merci beaucoup. J'espère ne pas être trop long, mais en tout cas, il me semble que mon intervention va se situer exactement entre les deux premières. Du côté de Arendt, je reprendrai l'idée de la doxa présentée à partir de Arendt qui distingue le conflit du pouvoir de la violence de la domination, distinction que je fais mienne entre la politique et le social. Même si je remarque que la possibilité de faire conflit, qui fait partie de la politique et qui est même la politique en tant que telle, cette possibilité de faire conflit, je voudrais l'interroger en tant qu'elle repose, me semble-t-il, sur une exclusion. Cette possibilité normative repose sur une exclusion de fait de tout un ensemble d'individus sur lesquels s'exerce alors la violence répétée d'une telle exclusion. Et c'est là où je rejoins la deuxième intervention sur les subjectivités ordinaires, dont beaucoup ont le sentiment d'être exfiltrés finalement de cette conflictualité politique. Il y a donc une double, pour moi, présupposition normative à l'œuvre dans cette doxa d'Arendt sur la capacité du pouvoir d'entrer en conflit plutôt que dans le champ de la violence. Et sur cette distinction a priori entre violence et conflit, il me semble qu'on devrait la travailler, sur laquelle tout le monde devrait pouvoir s'accorder, et en même temps qui fait problème, qui pose problème, puisque très souvent, on peut dire que la politique conflictuelle se fonde sur une violence à l'endroit de ceux qui sont exclus de la chose publique. C'est cette frontière impliquant des ruptures de citoyenneté et la nécessité de les interroger autour des nouvelles conflictualités liées à ces frontières que je voudrais rapidement interroger. Pour le dire autrement, si la politique est l'entrée dans la possibilité de la pluralité, organisée autour de la conflictualité, comme l'a souligné avec force Arendt, elle est en même temps ce qui factuellement fait partage, toujours partage, entre ceux qui ont pleinement accès à l'espace public, à l'espace politique, et ceux qui en sont exclus. Il y a donc bien quelque chose comme l'exercice d'une violence à l'origine de la politique, dans le fait de légitimer certaines vies comme vies citoyennes et d'invalider d'autres vies comme telles, de leur refuser en tout cas l'accès à cette citoyenneté, si l'on pense à la partition étranger-sujet national. Je souhaite donc, en conservant ces quelques visées interrogatives, poser la question de la conflictualité et de la participation à la vie politique et citoyenne depuis le vécu de toutes les personnes qui aujourd'hui ne sont pas vues ou pleinement vues comme des citoyens ou des citoyennes qui peuvent entrer en tant que telles dans le champ
de la délibération, de la participation, de la construction du conflit en politique. Il faut donc, me semble-t-il, interroger en permanence la possibilité du format de la participation citoyenne, qui implique de se demander ce que c'est, au fond, qu'être citoyen au-dessus, aujourd'hui. Là-dessus, je voudrais faire remarquer que le concept de citoyen est trop vite considéré comme allant de soi, stabilisé, qu'il n'y aurait plus à revenir dessus. Or, tel ne me semble justement pas le cas, et je voudrais donc interroger cette notion depuis ce que je nommerais une citoyenneté précaire, vécue comme précaire par beaucoup de personnes. D'une certaine façon, cette intervention très rapide prendrait acte du fait que la citoyenneté est deux fois précaire, précaire au sens de non assurée. De toute évidence, son évidence n'est plus. Quels en sont les contours exacts? Mais précaire au sens également où elle est transformée par celles et ceux qui vivent l'épreuve de la précarité. Précarité sociale, précarité de genre, précarité raciale, précarité d'appartenance nationale. Il faut ici faire référence alors à quelque chose comme une rupture de la citoyenneté dans l'exercice même de la citoyenneté. Et je renvoie à ce qui pourrait apparaître comme l'élaboration d'une frontière interne au concept même de citoyenneté qui me semble devoir être interrogé. Rupture de la citoyenneté que vivent beaucoup de, entre guillemets, personnes qui ont le sentiment d'être déclassées, qui ont le sentiment, pour reprendre la communication précédente, de ne plus être audibles et donc de ne plus être visibles. Et c'est cette ligne de partage entre l'espace de visibilité et d'audibilité de l'espace public citoyen et l'espace d'inaudibilité et d'invisibilité des marges citoyennes qui me semble devoir être impérativement questionnée pour interroger la possibilité des formes de participation élargie. Car c'est là le problème, comment élargir les formats de la participation contemporain en direction de personnes qui sont presque systématiquement, systémiquement exclues des formats actuels de la citoyenneté et donc de la possibilité même de participer. Il y a là une violence politique à l'œuvre dans l'idée même de proposer comme espace de participation politique les cadres non interrogés de la participation, de la citoyenneté, etc. Il faut donc, je pense, revenir sur ces dispositifs de silenciation et d'invisibilisation. Pour ma part, puisque la notion de silenciation a été évoquée juste précédemment, je voudrais revenir sur l'importance du processus d'invisibilisation qui est le fait de beaucoup de sujets aujourd'hui qui s'éprouvent invisibles et comme ne pouvant de ce fait même pas participer à la moindre épreuve active de la citoyenneté politique contemporaine. Je renverrai sur ce point un texte de 2003 d'une très grande importance d'Axel Honneth, le théoricien de l'école de Francfort, pour une épistémologie de l'invisibilité, qui a été publié en français dans La Société du mépris, et qui revient sur le processus d'invisibilisation de certains sujets, tout en inscrivant son analyse dans une politique de la reconnaissance qui vise à redonner à la citoyenneté, justement, une effectivité sociale et politique, malgré ces épreuves de l'invisibilité. L'invisibilité peut être ici entendue de manière métaphorique, comme le fait, de manière littérale, pardon, comme le fait d'un handicap optique ou d'un trouble visuel, mais elle peut l'être aussi de manière métaphorique, entre guillemets, et c'est à elle que s'intéresse Honnête, comme le fait, je le cite, de regarder à travers quelqu'un et ainsi de ne pas le voir. Honnête prend les deux cas idéotypiques de la domination raciale et sociale, des personnes noires que les blancs ne voient pas, et des femmes de ménage ignorées par les maîtres et maîtresses d'une maison. Dans les deux cas, il insiste sur le fait que ce regarder à travers doit se comprendre de façon particulièrement active comme un refus de voir qu'il nomme forme active d'invisibilisation. Nous avons, écrit-il, le pouvoir de manifester notre mépris envers des personnes présentes en nous comportant envers elles comme si elles n'étaient pas réellement là dans le même espace. Cet acte de regarder à travers quelqu'un a évidemment un aspect performatif, puisqu'il implique que la répétition de cet acte, et il implique que la répétition de cet acte, ne pas voir quelqu'un,
plus exactement voir à travers lui, donc ne pas le voir, le soustrait constitutivement à la perception de son être dans l'espace public et ainsi à toute possibilité qu'il ou elle aurait de participer, y compris en produisant, en narrant, en produisant quelque chose de sa voix à l'intérieur de cet espace. L'invisibilisation vaut ici comme une sorte d'interpellation paradoxale, puisque justement, par le fait justement de ne pas être vu, par un regard qui retient les contours de cette personne, une personne se sent interpellée comme ne devant pas se montrer, comme ne devant pas s'exhiber et comme ne devant pas justement parler. Dans cette perspective, la rupture de la citoyenneté me semble être interprétée presque comme la constitution d'une scène puissante d'invisibilité dont la dimension centrale est bien le déni de reconnaissance accordé à des vies jugées socialement de moindre valeur, infériorisées dans des jugements de classe, de race, de genre, comme la perspective intersectionnelle d'ailleurs l'a remarquablement souligné. Le corollaire de ce déni de reconnaissance est le refus d'envisager des personnes, des sujets, comme pleinement sujets, et donc comme des citoyens, pouvant entrer dans la conflictualité de la vie politique. Sans doute, justement, ici, faudrait-il, je n'ai pas le temps de le faire, je le suggère, interroger les formats classiques du concept de citoyenneté par lesquels la notion de citoyenneté a acquis une signification normative forte. Et l'on peut penser d'une part à l'idée de l'homme comme animal parlant depuis Aristote, et d'autre part à l'idée que justement, en tant qu'être parlant, il se doit de participer à la cité, ce qui implique dans les deux cas que son être citoyen, comme être sujet, est posé comme allant de soi. Je me contente ici de renvoyer aux très belles analyses d'Étienne Balibar sur le sujet citoyen et au fait qu'il faut s'interroger sur la construction de ce sujet citoyen, à quel prix, qui est inclus dans cette définition du sujet citoyen, qui en est exclu, pourquoi celui qui en est exclu est ainsi assigné à l'invisibilité et à l'inaudibilité. Je crois qu'il serait très intéressant dans votre groupe de recherche de s'intéresser à ce que je nommerais la phénoménologie des vécus de rupture de citoyenneté, de celles et de ceux qui se vivent en deçà justement de cette définition du sujet citoyen, phénoménologie qui impliquerait de faire attention, de se rendre attentif à l'ensemble des épreuves justement par lesquelles le vécu d'humiliation, de honte, qui équivaut à se terrer, à se cacher, à ne pas participer, peut se trouver renforcé par des schémas d'exclusion politique, juridique, quand la certification nationale de la citoyenneté est tout simplement manquante. Quelque chose ici de l'idée même de citoyenneté me semble totalement interrompu. Et la question sur laquelle je voudrais conclure mon intervention est la suivante. À quelles conditions peut-on essayer de contester ce schéma normatif de la citoyenneté excluante? Comment justement redonner voix à des personnes vivant l'exclusion? Dans la communication précédente, justement, Anna Cheptel a très judicieusement évoqué la nécessité de construire des structures d'écoute. J'ai moi-même travaillé dans cette direction en essayant de forger le concept d'un parlement des inaudibles, en lien avec le parlement des invisibles dont avait parlé Rose en Vallon. Étienne Balibar suggère également de s'intéresser, je trouve que la perspective est très intéressante, de s'intéresser justement à ce qu'il nomme des formats hybrides de citoyenneté, par lesquels justement des vies précaires s'allient à des collectifs, hein, à des mouvements de sans-papiers, des mouvements féministes, des coalitions de rassemblement, en tant que ces coalitions de rassemblement permettent
de contester certaines formes de la domination collective et permettre de revendiquer quelque chose comme des alters-citoyennetés. Au fond, nous sommes habitués à individualiser la référence à la citoyenneté. Tel individu équivaut à tel citoyen. Peut-être faudrait-il, c'est la perspective de travail que j'aimerais proposer, peut-être faudrait-il désindividualiser le, la référence à la citoyenneté et envisager la possibilité de construire des citoyennetés collectives fondées sur des alliances entre individus, citoyenneté collective qui aurait le mérite justement de redonner voix à des individus qui se sentent systématiquement justement exclus des schémas auditifs, des structures auditives hégémoniques et qui par conséquent se sentent invisibles. Je vous remercie. Pour en fait, oui, nous présenter vraiment une possibilité de repenser un peu notre rapport aussi à la citoyenneté, à nous projeter un peu dans un horizon de possibilités aussi, mais euh, se décentrer vraiment des manières de faire plus classiques, plus institutionnelles. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, c'est pas évident de trouver une question qui traverse le tout, mais moi je retiens quand même, peut-être pour lancer la discussion, moi j'aimerais bien, vous avez les trois, vous avez quand même parlé de cette notion du commun euh, vue par des philosophes, présentée aussi à partir d'une réflexion peut-être plus de terrain ou sociologique. Alors ma question un peu, ça serait, j'aimerais bien vous entendre un peu sur cette idée de, mais comment on peut finalement renouer avec le commun? Comment on peut est-ce que c'est une question de pratique, d'un point de vue philosophique? Bon, certaines personnes comme Balibar parlent aussi beaucoup de cosmopolitique, c'est-à-dire de dépasser le cadre peut-être classique de l'État-nation, de la souveraineté pour aller plus loin. Donc, comment on peut pratiquement et philosophiquement renouer avec ce commun? Je ne sais pas si vous voulez vous lancer là-dessus. Juste pour ouvrir hein, la discussion, il me semble que euh, avant d'aller vers le commun, justement, qui est bien l'enjeu de notre modalité d'être ensemble, qu'est-ce que c'est que ce commun, comment le faire exister? Je pense qu'il faut effectivement essayer de décrire de manière assez méticuleuse toutes les formes de violence qui font que ce commun est fragilisé, lézardé, voire même, il faut aller jusqu'à interroger la manière dont le commun peut produire une violence spécifique, parce que finalement, de ce côté-ci, en France, par exemple, on sait très bien que, au nom de l'argument républicain, par exemple, qui serait une sorte de d'équivalent, si on accepte l'équivalence trop vite faite, et donc il y a un problème de traduction, mais si on accepte de traduire trop rapidement le commun dans la République, et de dire le commun c'est au fond le langage républicain, à ce moment-là on produit de l'exclusion et donc on produit de la violence, donc au nom du commun, on finit par activer des formats de violence. Donc la question qu'on doit aussi prendre en charge, c'est celle de savoir jusqu'à quel point la référence au commun peut ne pas peut-elle produire des formes de violence. Ça, c'est une première analyse que je voudrais faire. Et je crois que c'est très important parce que sinon, c'est un peu la discussion sur le commun me semble très proche de la discussion sur l'universel. Dès lors que nous ne situons pas la référence à l'universel dans une situation singulière, dans un contexte précis, pourrait renvoyer au problème de philosophie morale d'Adorno, qu'il avait bien mis en avant, nous activons des exclusions au nom de cet universel. Et donc avec le commun, je crois qu'il y a le même risque. Ça, c'est un premier point. Et très rapidement, le second point, je dirais que pour peut-être renouer avec le commun et pour éviter des types d'exclusion trop rapides euh, en lien avec une idée trop normative du commun, il faut sans doute essayer de pluraliser les formes de citoyenneté aujourd'hui. C'est ce que j'avais essayé de suggérer
en montrant que l'attribution de la citoyenneté à un individu, bon, mais nous y sommes habitués depuis, pas la nuit des temps, mais depuis quand même un certain temps. Cette personnalisation, individualisation de la citoyenneté sous la figure du sujet citoyen, mais peut-être que cela occulte des mouvements de citoyenneté fondés sur des collectifs, hein. Euh, dans quelle mesure un collectif ne peut-il pas être une voix citoyenne? Exactement comme lorsqu'on donne aujourd'hui la voix euh, à un fleuve en lui reconnaissant des droits, dans quelle mesure ne peut-on pas donner la voix à un collectif en lui reconnaissant justement d'être un, un citoyen à part entière? Ça, ce serait une première direction sur la question de la citoyenneté. Et une seconde, ça viserait justement à desserrer un peu cette relation dont Habermas a montré qu'elle était historique et pas du tout organique entre citoyen et individu, entre citoyen et individu d'une nation, entre citoyenneté et nationalité. Et je crois que là, un travail en direction des citoyennetés locales, d'une part, ce qu'on pourrait appeler, mais trop rapidement, infrapolitique, si on considère que la politique, l'infrapolitique est vraiment de la politique, d'un côté, et aussi une analyse en direction des citoyennetés cosmopolitiques, ce qu'on pourrait appeler de la suprapolitique, mais comme étant vraiment de la politique de l'autre côté, me semble nécessaire. Je dirais que voilà, pour élargir le commun, il faut aller dans ces différentes pistes, dépersonnaliser la citoyenneté et aussi la pluraliser dans le sens de l'infra et dans le sens du supra. Ouais. Anna, Sophie, Oui, merci. pour répondre, réagir à ce que vous avez vous-même exposé, ben, tu le sais. Ouais, je viens tout juste de chercher mes notes de classe parce que j'ai réalisé que ma réponse, c'était un petit peu dans ce que j'ai enseigné cette session, mais pour moi, la question de comment élargir ou renouveler un petit peu la notion du commun, c'est aussi d'où ça vient. Et cette session, comme Shelley le connaît, j'enseigne un cours où on utilise comme notre terme de référence de base la notion du care, du soin, ce qui est vraiment comme un terme en mode ces jours-ci. Et on a lu, notre premier texte, c'était The Care Manifesto. C'est un livre publié par Verso. Et il parle de cette notion. Alors, l'idée du care comme mode de rassemblement, c'est l'idée de l'interdépendance. Que nous, on prend soin les uns des autres et qu'on base nos communautés ou notre sens de solidarité du commun dans le care, ce qui vient beaucoup c'est de la pensée féministe et éthique. Mais ce qu'ils décrivent très bien dans le livre, c'est l'idée de mais, mais on prend soin de qui? Alors que la notion du care, c'est vraiment beau, mais ça peut être quand même exclusionniste. Comme on voit aux États-Unis avec le régime de Trump, ben, il y a du care, mais c'est du care pour tu sais, les blancs, riches, whatever. L'idée qu'on va construire un commun par le care, c'est pas évident. Il parle aussi alors, il dit, ben, ça commence avec notre communauté, on prend soin d'entre nous, et ça peut être aussi conservateur que progressiste. Et puis, ça va à la notion ce qu'ils appellent strangers like me, des étrangers comme moi. Alors là, il y a l'expansion de la notion que je vais prendre soin des gens qui sont pas comme moi, mais qui sont un petit peu comme moi. Comme des gens qui sont pas dans mon communauté, mais on a une connexion. On trouve notre humanité en commun. Et ils disent, ben, même ça, c'est passé. Et puis, où ils se rendent à la fin, c'est la notion et je ne sais pas si je sais comment le dire en français, promiscuous care. Le care promiscué, je sais pas. Mais l'idée que on essaie de bâtir un ensemble ou un sens d'interdépendance qui est comme random, qui est un petit peu euh, pas basé sur des choses qu'on a en commun, mais plutôt juste basé sur le fait qu'on est engagé dans cette notion de care. Et je pense que c'est ça un petit peu dans un monde de plus en plus fractionné où on est de plus en plus dans notre camp versus l'autre camp.
cette question de comment on se rend au promiscuous care est vraiment intéressant et utopique, c'est sûr, et un projet difficile, mais pour moi, c'est dans cette direction qu'on essaie de se rendre. Sophie, ça va? On peut. Bon, peut-être juste peut-être quelques mots. Évidemment, je pense que Guillaume Leblanc a tout à fait, est tout à fait juste de souligner le fait qu'il faut s'intéresser à l'exclusion, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on exclut. Euh, je trouvais ça intéressant, la question de revoir la citoyenneté, d'avoir mais je pense qu'il faut aussi considérer peut-être le fait qu'on peut avoir des citoyennetés de deuxième classe. Il y a des gens qui sont tout à fait citoyens, mais qui sont jamais considérés comme ayant la possibilité de s'exprimer dans l'espace public parce qu'ils sont vus comme les nouveaux citoyens qui devraient juste se taire, sinon on va leur dire retourne chez vous si t'es pas content. Donc il y a des citoyennetés de deuxième classe, donc la citoyenneté, c'est peut-être pas juste la clé pour répondre à tout nécessairement, plus que faut peut-être aller aussi voir. Euh, peut-être tu sais, renouer avec le commun. Mais je le pensais, euh, j'aime bien l'expression de bien, plutôt que de bien commun, bien public. Donc, qu'est-ce qui appartient à tout le monde, c'est qui n'est pas juste commun à nous, mais qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui nous concerne tous et toutes, qu'est-ce que nous partageons justement ou qu'est-ce qu'on ne veut pas partager, et justement qui nous permet donc cette affaire publique, donc de sortir un peu de nos intérêts égoïstes et de s'ouvrir parce que, évidemment, si on parle Anna a bien mentionné la question de la crise climatique qui dépasse les frontières nationales, donc qui dépasse les citoyennetés et qui devient une affaire publique qui devrait tous et toutes nous concerner. Euh, Évidemment, c'est des questions sur lesquelles je réfléchissais aussi dans mon cours. On lisait Armand Rosa et Zygmunt Bauman, Arendt, puis on était puis je leur posais, je posais la question à mes étudiants comment refaire monde ensemble. Et beaucoup la question de l'amitié qui revenait, bien sûr, donc de créer des amitiés et des liens entre nous. Mais merci Guillaume, je sais que tu dois nous quitter plus tôt, donc J'ai encore un tout petit peu un de temps. peu. Voilà. Donc, Mais voilà, après, ne m'en veuillez pas quand je vais me rendre va invisible disparaître, oui. et Euh, disparaître, mettant en application mon analyse. Mais voilà, merci. Merci pour vos réponses, mais en fait, moi, je pensais beaucoup aussi à cette idée-là de. On parle de nouvelles conflictualités, bon, et ce que j'entends, c'est des façons de finalement de réagir à ce contexte des nouvelles conflictualités par le besoin de lien, par le besoin de territoire aussi. Quand je pensais à l'idée du commun, je pensais aussi à la façon dont je pense au sociologue et au bouquin, c'est une brique qui vient de sortir, Instituer les mondes pour une cosmopolitique des communs de Dardot et Laval, où finalement ça se découpe de tellement de façons. Il y a toute cette logique des communs, donc oui, qui peuvent aller du micro versus plus large. Et puis aussi, ce que je trouvais intéressant, Guillaume, peut-être pour terminer, mais quand tu parlais de parler au nom des sujets invisibles, je me demandais finalement qui parle si le sujet invisible ne peut pas s'exprimer. Est-ce que, quand je pense un peu à l'idée d'hospitalité, souvent on a vu, et puis c'est des travaux, c'est des choses que tu as traitées aussi par des recherches, mais finalement, est-ce qu'on peut parler au nom des sujets invisibles? Est-ce que quelqu'un peut défendre cette question-là? Parce que c'est une question assez intéressante aussi, je crois, à poser. Hmm. Oui, tout à fait. Écoute, merci et vraiment désolé encore de devoir partir plus tôt, mais sur ta deuxième enfin, sur les deux points, sur la question du commun, articuler le commun et les communs, je trouve que c'est une perspective très importante dès lors que l'on considère que les communs, ce ne sont pas simplement des lieux, bien sûr, ce sont des lieux
pour certains d'entre eux, mais ce sont aussi des fois des modalités relationnelles qui circulent dans les lieux. Après tout, l'un des communs à défendre coûte que coûte, c'est l'oxygène que l'on respire aujourd'hui, qui est tout simplement peut être sinistré, pollué. Et donc disparaître de la possibilité, dans certains lieux, d'être un véritable commun. Donc le commun, c'est à la fois le lieu dans lequel une modalité de l'espace public est préservée, que ce soit la gratuité des usages, euh, que ce soit l'accès à des ressources possibles, une bibliothèque par exemple, mais c'est aussi euh, l'ensemble ou un ensemble de modalités relationnelles à l'intérieur de ces espaces, grâce auxquelles la possibilité d'un usage non précaire de ces lieux communs est assurée. On pourrait très bien imaginer un service public des transports en commun complètement disponible, mais tellement vieux, polluants, que au fond, leur usage ne ferait que garantir la violence de l'exclusion sociale qui est en rapport à ceux qui n'ont pas d'autres possibilités pour se déplacer que d'user de ces transports en commun. Donc là, on a une idée de qualité qui est fondamentale. Et puis sur le second point, que tu as évoqué, ah oui, tout à fait. Vraiment, c'est la question importante. Je repensais en t'écoutant à ce qu'avait dit Michel Foucault en marge d'une discussion avec Deleuze par rapport au GIP, au groupe d'information prison, quand il disait justement indignité à parler à la place des autres, hein. Indignité à parler à la place des autres. Et ça, je crois qu'il faut toujours l'avoir en tête. Il y a une indignité à parler à la place des personnes qu'on prétend accompagner dans nos analyses, dans notre care, justement, et également. Euh, et c'est pour ça que Foucault et les autres avaient, dans le groupe d'information prison, justement, essayé de faire émerger des voix des prisonniers, mais des gardiens aussi, qu'on n'entend pas, qui sont silenciés. Et donc, eux se constituaient comme des porte-voix, non pas comme des substituts de voix, mais comme des porte-voix. Et je pense qu'il faut essayer de revenir à cela. Je dirais juste pour terminer que, et ça engagerait une discussion philosophique, à mon avis, très intéressante et très importante, qui nous mènerait aussi du côté de ce que ça signifie l'expression au nom d'eux. Je maintiendrai un écart entre l'indignité à parler à la place des autres, mais pour autant la nécessité absolue dans nos voies intellectuelles de parler au nom des autres, hein. Et je ferai une distinction entre à la place d'eux et au nom d'eux. Au nom des autres, c'est-à-dire que la voix qui me constitue ne peut pas être ma seule voix, mais doit être aussi d'une certaine manière en écho, en lien avec toutes les voix silenciées. Et ce au nom d'eux ne détermine pas, il préserve justement la capacité de ces voix à surgir. Il est évident que de ce point de vue, il faut également interroger le caractère hégémonique de certaines structures auditives par lesquelles certains et certaines sont écoutés, tandis que d'autres ne le sont pas. Euh, et après tout, on pourrait se demander dans quelle mesure, justement, une forme d'injustice épistémique, pour reprendre les analyses de ce courant très intéressant, ne consiste pas dans le fait de refuser, euh, non pas à certaines voix de s'exprimer, mais de refuser des structures auditives pour soutenir un certain nombre de voix qui sont systématiquement, dès lors, rendues silencieuses par le fait que elle ne trouve aucune structure auditive pour les relayer, pour les porter à l'extérieur d'elle-même et pour les prendre en considération. Il ne peut pas y avoir de voix sans une structure auditive qui prend soin de cette voix.
et Mhm. le monopole des structures auditives me semble être quand même aujourd'hui un fait troublant de la constitution de nos démocraties. C'est aussi par ce monopole, qui est toujours un monopole en même temps économique, euh, que précisément certaines fictions deviennent des vérités et certaines vérités sont reléguées à l'état de fiction. Oui, Sophie, puis après, je vais ouvrir pour prendre des questions aussi de... La discussion sur la voix me rappelait les recherches de Sophie Bourgault, qui, de manière très intéressante, dit que il faut les privilégiés doivent aussi se taire. Qu'à un certain moment, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de bruit. Si les personnes en position de pouvoir pouvaient faire silence elles-mêmes pour laisser de l'espace aux autres parler. Alors, je trouvais ça juste intéressant Mhm. Mhm. l'idée de, tu sais, aussi, Bourgo, ouais, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui parlent, si on fait juste des fois. le son, ouais. Bon, oui, je vois une main, Stéphanie. Oui, merci Shelley, merci, merci à tout le monde, merci aux conférencières et aux conférenciers, c'était vraiment passionnant. Euh, C'était très inspirant, ça pose beaucoup de questions. J'imagine que nos participants vont en avoir plusieurs aussi. Euh, Moi, j'aimerais vous entendre sur une chose. Tous les trois, vous avez nommé, pointé des éléments différents et complémentaires pour lesquels la construction du monde commun est difficile ou est entravée. L'atomisation, les individus isolés avec Sophie, la difficulté avec le partage de propositions de base pour dialoguer, un peu en lien avec la question de la vérité chez Anna, puis les non-vécus citoyens avec Guillaume. Mais dans les solutions que vous proposez pour un peu reconstruire ou renouer du commun, je suis un peu surprise parce que on retrouve le care, on retrouve l'amitié, on retrouve le bruit des privilégiés, peut-être à diminuer. Mais je vous ai pas entendu sur le rôle des institutions. Puis moi, je me dis, c'est ce que vous proposez est intéressant, mais ça reste, il me semble, volontariste, là. On voit que c'est pas possible de juste avec la volonté, il me semble, là, d'aller vers quelque chose de solide. Puis on le voit aussi avec l'actualité. Je pense ce matin à ce qu'il y avait aux nouvelles avec Québec solidaire, puis le départ de Vincent Marissal. On voit des fois le décalage entre la réalité et les idéaux. Alors, c'est quoi, d'après vous, rapidement, réponse courte, là, le rôle des institutions, malgré le fait qu'elles soient désenchantées, qu'elles peuvent être excluantes, mais en même temps, est-ce que c'est pas nécessaire quelque part pour permettre le dialogue entre des individus puis des groupes qui sont foncièrement ou radicalement opposés? Il me semble que c'est ça qui nous manque, quelque chose qui, au-delà de nos volontés qui peuvent être divergentes, nous permette minimalement de se comprendre puis de débattre. Peut-être comme je vais juste partir après, je lance juste une perspective. Pour moi la question d'institution, elle est complètement centrale dans l'analyse que j'ai. Quand j'ai évoqué l'idée du Parlement des inaudibles, par exemple, c'est pas une métaphore. C'est véritablement, dans la politique de de la France, ce serait aller jusqu'à remplacer le Sénat, la deuxième chambre, par une chambre de personnes dont on pourrait après essayer de se demander un tiers est tiré au sort parmi n'importe quelle personne, un autre tiers pourrait être constitué de représentants d'associations et un troisième. Bref, c'est aller vers une réflexion qui nous oblige justement à considérer l'institution de la parole, l'institution de l'écoute je considérerais ce Parlement-là comme un Parlement de la structure auditive et de l'énonciation d'une sorte de cahier de doléances permanent que cette Chambre pourrait et devrait avoir comme fonction de constituer. Évidemment, ça ouvre à la réflexion importante sur qu'est-ce que c'est qu'une institution et sur le fait que euh, il ne s'agit pas trop vite de euh, lier l'institution à l'institué des institutions existantes, mais de comprendre aussi comment il y a de l'instituant, donc de la fabrique d'institutions, dans les collectifs actuels, dans les associations militantes,
Pour moi, une association, c'est une institution et ça nous oblige du coup à réfléchir sur le rôle et les relations entre les institutions instituées et les institutions instituantes. Par institution instituante, j'entends des institutions qui portent justement ces voix oubliées et silenciées. Voilà, je suis obligé de vous laisser, mais je voulais vraiment répondre, Stéphanie, à ta très belle intervention et lancer le débat que je reprendrai, j'imagine, par la suite en me connectant aux autres moments de votre belle réflexion qui est très importante pour moi. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, est-ce que Oui, Alain, Sophie, si vous voulez. oui, sur les questions, tu sais, quand je parle de l'écoute ou du care, c'est des mots qui sont vus comme vraiment douces, mais ma réflexion, c'est comment les utiliser politiquement, absolument dans les institutions. Comme dans notre classe où on travaille sur le care, c'est une classe sur la politique publique. Alors, la question, c'est comment incorporer ces idées qui viennent du communautaire mais les extrapoler, je dirais, au monde politique. Est-ce que c'est possible d'utiliser le CARE pour traverser des différences politiques? Je suis pas convaincue que oui ou non, mais pour moi, c'est cette notion d'interdépendance et de bâtir une politique d'interdépendance dans le monde politique, institutionnel et tout. Et une chose que j'ai réalisée, que j'ai oublié de dire sur la question des communs qui est reliée à ça, c'est aussi que pour moi, je prends beaucoup d'inspiration sur les pensées autochtones, dans le sens que pour eux, c'est pas une question de construire des communs, c'est juste tout est interdépendant. C'est beaucoup de philosophie autochtone, c'est les arbres et moi et les animaux et tout, on est interconnectés, c'est juste un fait, c'est pas quelque chose à travailler. Et est-ce qu'il y a des conceptions du monde comme ça qui peuvent nous aider à traverser ouais, cette monde super néolibéral ou individualiste qui nous isole les uns des autres? Ben, Sophie? je sais pas si j'ai des réponses satisfaisantes, mais je repense à Daniel Innerarity qui, dans Éthique de l'hospitalité, dit que il fut un temps où il fallait se battre contre des institutions qui étaient trop fortes. Maintenant, nos institutions sont fragilisées, donc il faut en prendre soin puis il faut les défendre. Et je pense qu'il a tout à fait raison. On est à une époque où nos institutions démocratiques sont mises à mal. Il faut vraiment tenter de les défendre, parce que sinon, il risque d'être juste trop tard. Et je pensais, par exemple, juste pour faire lien un peu avec le sens de ce que je présentais plus tôt, euh, l'institution, les médias. Les médias sont une institution importante Mhm. qui présente différents points de vue, qui sont là pour informer les gens. Et de plus en plus, nos médias sont mis à mal parce qu'ils n'ont plus de ressources, sont coupés dans leurs ressources, ils peuvent plus, les journalistes n'ont plus le temps de faire leur travail d'enquête. Ils sont là juste pour faire du sensationnalisme ou de la chronique et attiser la haine. Donc, on a des institutions qui sont, les médias sont une institution importante pour cette construction du monde commun et toute l'idée, bien sûr, des contre-pouvoirs, hein, check and balance. On a besoin de préserver ça parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis on veut pas mettre à mal nos institutions démocratiques ou ce qui en reste. Mhm. Donc oui, très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question, commentaire? Il y a quelqu'un qui avait écrit une question dans le chat, je ne sais pas si tu Ah, vois. oui, s'il y a des questions, je n'ai pas fait attention trop dans le chat, pardon. Est-ce que tu vois le chat? Oui, ben, je peux la lire. C'est Jean-Yves qui avait écrit J'aimerais vous entendre sur la montée des religions qui, par définition, n'ont rien de commun entre elles, et aussi avec les athées. Comment discuter avec ces groupes? Vous voulez vous lancer là-dessus? Attendez. Ben, c'est une drôle de question parce que la montée des religions, ben,
Tu sais, je sais pas, il faudrait être sociologue pour savoir est-ce que ça monte, ça descend. Tu sais, on a longtemps dit que les religions allaient disparaître, là, comme un peu comme Rawls, leur raison allait prendre toute la place. Euh, euh, Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est l'extrémisme, des formes très dogmatiques religieuses, parce que les gens peuvent être, tu sais, avoir une belle foi, puis on peut discuter avec des gens. C'est pas nécessairement un problème, mais c'est les gens qui peut-être, c'est plus le dogmatisme puis l'extrémisme qui pose problème et dans différentes sphères, selon moi. Anna, je suis sûre que tu as quelque chose de plus, de mieux à Pas dire. vraiment, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas vraiment question de religion, mais plutôt de ce qu'on discute déjà, c'est la capacité de s'écouter, de s'entendre, de parler à travers la différence. Je pense que c'est pas un problème pour la religion en général, c'est question d'extrémisme aussi. Et pour moi, tu sais, Shelley et moi, on a été invités par les étudiants la semaine passée de parler de la montée de l'extrême droite et les universités. Et j'ai dit un peu la même chose là, que je pense pas qu'il y a grand-chose qu'on peut faire quand les gens sont déjà radicalisés et extrêmes. Un dialogue entre nous, c'est pas nécessairement possible, mais un dialogue entre tout le monde qui reste, c'est là où on peut prendre un pouvoir social ou collectif ou politique pour comme marginaliser les opinions ou les positions extrêmes. Merci. Je vois Marie-Ève. Oui, merci. Oui, moi, je veux juste faire du pouce là-dessus, sur la question des religions. Effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas nécessairement une montée en tant que telle, mais c'est effectivement, il y a un phénomène qu'on peut observer. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Justement, je pense que les travaux de Stéphanie Tremblay là-dessus peuvent être intéressants à cet égard, quand elle mobilise la notion d'ultramodernité. Donc, on a des logiques de fluidification, donc de fragmentation, l'effet supernova, tout le monde se c'est, c'est, c'est... On n'est plus dans des logiques modernes d'institutions séculières qui permettent de penser. On se radicalise, puis en réaction à ça, il y a les groupes religieux, ben, en cette ère d'incertitude, vont chercher à se protéger en quelque sorte. Puis on peut, cette logique de cristallisation-là, donc de repli sur soi, va être concomitante avec les logiques de fluidité. Donc, peut-être pour monsieur qui a posé la question, Stéphanie pourrait peut-être aussi proposer des articles en particulier, mais Jean-Paul Willem, l'ultramodernité, ça pourrait être une piste pour monsieur. C'est très intéressant comme question. Merci. 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 Oui, Camille. Oui, allô. Merci pour les présentations. C'était vraiment très intéressant puis complémentaire. J'ai deux questions qui vont dans des sens complètement différents. Quand on parle des nouvelles conflictualités, une des choses euh, ouais, qu'on peut se poser en tant que, ben là, pas moi, mais vous, en tant que chercheur, c'est euh, comment la recherche peut s'intéresser à ces questions-là sans en même temps tomber dans les pièges qui nous tendent. Fait que ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, je trouve que c'est une question je sais pas pourquoi on semble, je sais pas, avoir de la misère à l'aborder. Je parle pas ici, mais je parle en général, mais c'est la question du rôle du capitalisme puis du néolibéralisme, mais spécifiquement économique. Tu sais, quand on parlait des médias, une des raisons aussi qui est vraiment évidente pourquoi les médias vont pas bien, c'est parce qu'on fait de l'argent avec des nouvelles, puis il faut que ça vende, tu sais. Fait que je me demandais si vous aviez des choses ou des réflexions à ce sujet-là en lien avec la discussion aujourd'hui. Merci. Merci. C'est deux. On peut en Ben, j'ai prendre peut-être un morceau chacune. peut-être juste sur le rôle du capitalisme, néolibéralisme, euh, je le vois beaucoup dans l'effet que ça l'alimente, bien sûr, l'aliénation puis l'atomisation sociale. Puis là, je pense beaucoup aux analyses de Hartmut Rosa ou Zygmunt Bauman qui montrent que ça nous transforme en consommateurs qui veulent consommer les autres. Donc, on est dans une logique de compétition. Il faut voyager rapidement, tu sais, faut être léger pour aller vite puis être en tête de peloton. Donc, tout ça fait en sorte que ça brime la possibilité de créer des solidarités. Mhm. Parce qu'on est dans une logique contre, on n'est pas dans une logique collaborative, mais bien
compétitrice. Le consommateur est tellement absorbé par ses besoins, la réponse à ses besoins et le fait de ne pas être mangé par les autres et pas devenir un déchet, qu'il faut pas créer d'attaches solides. Donc, on Mm. est dans un monde où on veut pas créer d'attaches solides. Donc, c'est un peu comme ça que je- j'analyse la chose. Sur l'autre question, je sais pas quoi. C'est difficile. Ouais. Oui, pour continuer sur ce que Sophie a dit, je pense la question économique, c'est aussi le fait que c'est de plus en plus difficile de se gagner une vie. Et alors, le plus qu'on est marginalisé économiquement, le plus difficile que c'est de participer dans la vie citoyenne. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment, c'est encore une fois pour moi une question de temporalité, que les crises viennent vite, il faut réagir vite, mais si on n'a pas de temps, parce que c'est dur de gagner une vie, alors ça aussi, c'est un grand problème pour l'aliénation du monde. Et pour la question de recherche aussi, c'est très grand, mais j'allais juste dire que pour moi, comme j'ai essayé de dire un petit peu dans mes remarques, c'est pour moi une question d'équilibrer le particulier et le général, dans le sens que si on pense de nouvelles conflictualités, de polycrise, il faut être capable de voir ce big picture, de voir l'interrelation entre tous ces problèmes, mais aussi d'être capable d'être dans la spécificité de chaque problème euh, pour voir la complexité, la nuance et quelle est la relation entre tous ces différents problèmes. Et je pense que c'est un grand défi pour les chercheurs aussi d'être capable oui, de voir la nuance du particulier, mais aussi d'être capable de faire le lien entre tous les différents problèmes économiques, sociaux, politiques, etc. On va peut-être prendre une dernière question. Célia, Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions, réflexions. Je suis coordonnatrice scientifique du CELAC, le Centre de recherche culture, art, société. Et donc, j'ai bien retenu, je ne parlerai pas à la place des membres, mais au nom des membres du CELAC. Euh, pour dire qu'on avait une grande réflexion également sur le commun, parce que notre programmation scientifique est basée aujourd'hui sur le faire-monde, les devenirs de la pluralisation. Donc, on parle moins de commun que de faire monde, puis faire monde vraiment dans l'idée d'une pluralité des mondes et de cette espèce d'interdépendance qui peut exister. Donc, on élargit le commun aussi à tous les existants, mettons. Mhm, mhm. Et j'ai beaucoup aimé toutes les réflexions qui ont émané de vos diverses présentations. Et je pense que ma question, en fait, qui est une question qu'on se pose également dans notre centre de recherche, c'est comment réussir à trouver ces espaces de rencontre de cette multiplicité, de cette diversité des voix, des différents existants, des personnes qui sont invisibilisées ou en tout cas citoyens, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Leblanc. Hein. Comment faire en sorte de trouver ces espaces de rencontre pour faire ensemble, de mettre en commun ces différences. Puis je pense qu'il y a une historienne, Nicole Lapierre, en France, qui disait qu'il fallait aujourd'hui non plus faire société malgré les différences, mais faire société à même ces différences et que c'était ces différences qui étaient constitutives d'une société aujourd'hui. Donc, comment vous voyez ces espaces de rencontre aujourd'hui? C'est une grande question, puis si vous avez la réponse, ça va nous éviter beaucoup d'années de recherche. Moi, je dirais que ces espaces existent déjà. C'est S'ils sont invisibles à nous, mais ils ne sont pas invisibles aux communautés qui les créent. Et notre rôle. Moi, je dirais c'est même pas juste au nom d'eux et pas pour, c'est avec. C'est travailler avec. Alors, c'est quasiment de créer des ponts et trouver des manières de faire des connexions entre eux, des espaces qui existent déjà. C'est une question que je me pose aussi. Ouais. Euh, je pense qu'Anna, je suis tout à fait d'accord avec Anna, mais je repensais aussi aux travaux d'urbanisme
L'urbanisme a un rôle à jouer aussi, tu sais, d'avoir des espaces qui sont des lieux publics, de création de lieux publics. Donc, si on n'a pas ces lieux physiques, la chose devient d'autant plus difficile. Donc, l'urbaniste doit être capable de penser à des lieux publics qui favorisent que les citoyens peuvent, ou que les gens, les personnes peuvent investir et justement générer quelque chose là. Oui, puis moi, bon, peut-être je peux me lancer aussi, mais la question de l'échelle, hein, je crois qu'on a parlé aujourd'hui de plusieurs, on est à plusieurs niveaux de discussion, puis il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup entendu, c'est le mot de démocratie, un peu à la fin, là, mais quand on parle de démocratie, c'est sûr que je crois qu'on est à un point où si on se limite à une forme de démocratie plus institutionnelle, représentative, on voit certaines limites. Mais je crois qu'il faut repenser aussi bon, ce qu'on entend par démocratie participative, considérer donc penser le politique dans un rapport plus participatif va nous amener à repenser donc les espaces, les territoires. Je pense que c'est ces questions-là aussi qui sont peut-être des moyens de se positionner face à cette logique des nouvelles conflictualités ou des conflits qui semblent prendre place dans nos sociétés. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, là, de dire oui, il y a des différentes échelles. Et je crois que c'est bon. Je me dis s'il y a d'autres. Je vois une main. Oui, Stéphanie? Ben, moi, j'aimerais poser une question qui est un peu peut-être indirecte là, par rapport aux propos d'aujourd'hui, mais je suis certaine que Anna et Sophie et les autres peut-être auront certainement des éléments à ajouter à ce propos. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression guerre culturelle? Je lisais ce matin, non pas ce matin, en fin de semaine, un article de Louis Cornelier qui revenait sur le livre là, du collègue Francis Dupudéry, Carnet de guerre culturelle. Et puis là, il disait, bon, Francis Dupudéry critique les droites, les ultra-droites, et il donnait des exemples qu'on connaît déjà. Et puis là, après ça, j'ai regardé une conférence de Francis Dupudéry sur le wokisme, puis j'ai regardé après ça Mathieu Bocoté qui parlait du wokisme, puis je me disais, tu sais, est-ce qu'on serait capable, tu sais, de les mettre en communication? Je me dis oui ou non, pourquoi? Puis là, je sais que vous allez probablement parler, puis je veux bien savoir ce que vous en pensez aussi, mais des rapports, un peu des conditions structurelles d'expression, tu sais, des rapports de pouvoir qui nous permettent de peut-être positionner la symétrie des discours. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'ai pas vraiment une réponse, mais je dirais c'est un petit peu ça que je décrivais quand je parlais de comment est-ce qu'on peut avoir un débat si notre langage est complètement différent. Je pense que c'est impossible d'avoir un débat entre tu sais, François Dupuy-Derry et Mathieu Bocoté dans le sens que ils parlent pas la même langue et leur notion de qu'est-ce qui est réel, de qu'est-ce qui est la base de notre vérité dans le monde est tellement différent que ça serait pas un débat productif. Alors pour moi, on commence pas là. On commence avec la réalité des gens. Et j'allais dire un petit peu, en réponse à l'autre question aussi, ça me ramène à cette question institutionnelle. Comme Shadley l'a dit, la question de l'échelle, je pense qu'on a beaucoup d'exemples dans notre société où on peut avoir des débats, où il y a de la bonne écoute, où il y a du care, où il y a des bons échanges entre des gens qui sont souvent marginalisés, mais c'est petit. Alors, c'est pour institutionnaliser ces tendances, ça existe déjà. C'est une question d'être capable de les institutionnaliser. Mhm. Commencer par deux gens, c'est deux personnes de différents extrêmes politiques qui, honnêtement, je pense pas pourraient, pas juste en parler, mais s'écouter. Euh, je sais pas si c'est mon point de départ. Mon point de départ, c'est chercher où ça fonctionne et comment soutenir ça et le rendre plus visible et plus puissant. Oui, mais en même temps, tu sais, ce que tu disais tantôt, là, c'est toi qui disais ça, il me semble, Anna, disait
J'ai beaucoup aimé. Lorsque nous nous engageons sur les faux discours pour les délégitimer, on contribue à les propager. J'ai l'impression, quand je prends ces deux exemples-là, là, qu'ils font ça quelque part un peu tous les deux, comme icônes. Fait que ils font partie du paysage aussi. Ça peut pas être notre point de départ, je comprends pourquoi tu l'expliques très bien, mais en même temps, ça a tellement d'influence partout dans les chambres d'écho que comment on fait pour prendre acte de ça? Est-ce que c'est possible de penser à une forme de care dans des conditions comme Ah, ça? C'est peut-être un peu trop idéaliste, vous me direz, mais je ne sais pas, il me semble que quelque part, on n'a comme pas le choix d'essayer de s'y intéresser. oui, alors moi, je dirais comme des propos extrémistes, comme ceux de Mathieu Bocoté, on ne peut pas raisonner avec. Je pense pas que c'est possible et je pense, oui, débattre avec ça, ça légitimise sa position, que c'est une position avec laquelle on peut se débattre. Pour moi, c'est comme si ça serait marginalisé parce que personne écoute des propos faux comme ça serait ça gagné. Mais comment dire en anglais, easier said than done. Mais ouais. Sophie? J'ai Oui. pas lu l'article, j'ai pas lu l'article, Non, ouais. j'ai pas pu, guerre culturelle, j'ai pas pu m'empêcher de penser au livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Tu sais, il y a quelque chose de, je pense pas que les civilisations sont en choc. Les civilisations ont évolué en dialogue les unes avec les autres. Donc, il faut faire attention de ne pas revenir à ça. Tu sais. Des fois, des fois des positions trop polarisées, c'est des positions de mauvaise foi. Donc, de penser qu'on n'est pas capable de dialoguer entre nous puis qu'on n'est pas capable de se comprendre. Moi, je me dis toujours, si on est capable de lire de la science-fiction, si tout le monde est capable d'écouter Star Wars. Je pense qu'on est capable de sortir de notre monde puis de se comprendre, puis tu sais, de se comprendre entre nous. Donc, je demeure. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent pas s'ouvrir à l'autre. Et peut-être, tu sais, c'est ça le problème, là, quand tu es enfermé dans ta position puis tu veux juste avoir raison. Ben là, c'est comme un dialogue de sourds, on va dire, mais pour rester dans la métaphore, mais sinon, je pense que tu sais, si on a un peu de bonne foi, on est capable tu sais, d'entrer en dialogue. Puis je trouve ça dangereux, le discours de choc des civilisations, de guerre culturelle est très dangereux parce qu'on vient opposer essentiellement des positions en disant il n'y aura jamais moyen de trouver un terrain commun. Je trouve ça dangereux. Mais comment faire pour parler entre nous? Puis comment faire pour parler avec des gens qui, comme, je voudrais pas parler avec Mathieu Bock côté, là, personnellement, là, je pense que c'est, mais ouais, Mm. Mais en même temps, Stéphanie, c'est une, je veux dire, une machine médiatique aussi qui fait que C'est des ça. personnes comme ça sont écoutées. Il y a comme une et puis ces personnes-là aussi jouent leur rôle. Elles jouent leur rôle. Elles se représentent dans un marché économique qui permettent. Mathieu Bocoté est super content parce que son livre se vend bien depuis qu'il est passé à la télé puis qu'il a fait son show. Puis ça, il y a un marché qui s'est placé. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'intrusion. Puis on parlait du langage dans l'idée de la. Finalement, pourquoi aujourd'hui entendre immigration massive dérange plus beaucoup les gens? Tu sais, de lire que l'immigration de masse est en train d'envahir le Canada. Je veux dire, il y a 20 ans, on n'utilisait pas ce mot-là. Cette formule-là était vraiment à la marge, à la périphérie. Je veux dire, ces mots-là, on ne les voyait pas dans l'univers médiatique. Puis là, on est comme là, puis on entend certaines personnes nous répéter sans cesse immigration massive, et puis on s'aperçoit que ça fait partie de notre quotidien. Et ça nous fait un peu, on voit comme le débat évoluer sur cet enjeu de l'immigration, ou on a lié la semaine dernière itinérance et immigration, en disant que c'est parce qu'il y a trop d'immigrants à Montréal qu'il y a un problème d'itinérance. En tout cas, c'est là où c'est inquiétant, je crois, puis d'être conscient que ça se produit. En tout cas, je vois qu'on a eu une belle discussion. Il est 14h08. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres réactions, commentaires. Je sais qu'on va avoir d'autres ateliers. Il y en aura 5.
certaines dates sont fixées, puis vous vous êtes inscrits à l'ensemble, au package, donc revenez. Puis si ça vous intéresse, je sais qu'il y aura d'autres thématiques, mais ça tourne autour de cette grande question des nouvelles conflictualités. On aura des invités, des discussions. Donc je remercie beaucoup Sophie, Anna, euh, Pardon, Guillaume. Chadli, c'est que Oui, je viens de voir qu'il y a une question dans le chat. Je ne sais pas s'il est trop tard ou non? une question de Lynn Dubé. En tant qu'institution, comment voyez-vous la place de l'école? Je suis comme c'est capital. Ben, c'est capital. C'est un lieu où on peut faire communauté. C'est Oui. un lieu où on peut échanger. C'est un lieu d'échange d'idées, de- bon, je suis professeur, là, je suis un peu, je dois être biaisée. J'allais dire comme une personne qui a trois enfants dans le CSSTM. Oui, pour moi, c'est un lieu pas juste d'apprentissage, mais de relation et un lieu extrêmement relationnel. Et c'est pour ça que le secteur public est sous attaque, parce que on ne donne pas beaucoup de place à des lieux qui ne sont pas là pour tu sais, la création économique, mais plutôt pour se former comme citoyen. Ben oui, non, c'est ça. Justement, nos écoles sont attaquées dans une logique néolibérale. Il faut en prendre soin, il faut les défendre, il faut les protéger. C'est tellement important. Ben, merci beaucoup, puis à la prochaine.